Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Michael Ortu, qui est entraîneur de club depuis de nombreuses années et notamment du club d'Auxerre, qu'il a réussi avec ses collègues à amener au plus haut niveau. J'étais donc curieux de découvrir ses secrets. De plus, depuis peu, il a également été promu entraîneur national. On est revenu sur son parcours personnel, mais aussi professionnel, pour essayer de toujours mieux performer. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Michael et ses secrets. Salut Michael, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast depuis que je crois qu'il y a maintenant de nombreux mois, Eugénie m'avait parlé de toi en bien. Tu étais apparu sur ma liste des personnes à interviewer et c'est donc maintenant chose faite. Donc je voulais vraiment te remercier de prendre le temps, sachant qu'actuellement je crois que tu es en stage, t'es pas à Auxerre. Non, là on est en stage au Portugal avec les collectifs Kayakom, Kayak Dame et Canoë Dame. On attaque la 3e semaine, là, on rentre samedi à Vers. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est une première expérience pour toi avec l'équipe de France? Ouais, c'est une première expérience avec les collectifs seniors. J'ai été déjà intervenu sur les collectifs plus jeunes, les U18, les moins de 23, une année il me semble, et puis les collectifs marathon. Mais là, sur l'équipe de France senior sprint, c'est la première fois. Et alors, comment tu te sens, si je peux te le demander? Je me sens bien et prends mes marques tranquillement. Là, j'étais intervenu déjà cette année, mais j'étais plutôt sur le collectif relève, au stage de Font-Romeu, et puis j'avais fait un stage U15 à la Toussaint à Verne. Donc là, c'était un petit peu les premiers contacts avec les différents collectifs pour la saison qui arrive avec les collectifs seniors. Ça se passe super bien. Ça se passe super bien avec les chefs de projet, là, donc les 4 chefs de projet. Enfin, il y a les 3 chefs de projet, puisqu'Anthony est en Guadeloupe avec les canoës. Mais donc, avec Guillaume, François et Benoît, ça se passe très bien. Là, on trouve nos marques et puis on est prêt à attaquer la saison 2022. C'est cool. Moi, je suis un peu sur les réseaux avec les stories que chacun met et tout. Les conditions ont l'air exceptionnelles. Hein. Le bassin a l'air hyper plat. Ça a l'air d'être le régal. Hein. Ouais, c'est vraiment super bien. On a eu un petit peu de pluie là depuis 2 jours. Il fait un peu frais le matin, mais vraiment, on se plaint pas. On a pu naviguer. C'est génial. Il y a vraiment énormément on peut faire énormément de distance. C'est vraiment un beau site. Alors, pour parler un peu plus de toi, parce que j'ai fait quelques recherches et malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Comment tu as découvert le kayak? Moi, j'ai découvert le kayak à l'âge de 8-9 ans. En fait, c'est mon père qui faisait du slalom plus jeune à Pau. Lui, il est arrivé en France, il a habité à Pau. Il est au club de slalom. Et puis, en fait, il est arrivé ensuite en région parisienne pour bosser. Et il a retrouvé un club, donc le club de Mantes-la-Jolie, mais où là, on faisait de la course en ligne. Et puis, voilà, moi, je faisais différents sports. Et puis, il m'a proposé le kayak. Puis, j'ai accroché. J'avais 8 ou 9 ans. Ok, donc t'étais en région parisienne alors au début. Ah ouais, moi en fait je viens du club de Mantes-la-Jolie. C'est mon club formateur, donc j'y suis resté de 88 à 2003. Donc d'abord comme compétiteur et ensuite j'ai travaillé 3 ans au club de Mantes.
Comment ça s'est passé tes débuts en kayak avant de venir sur l'aspect compétition? Est-ce que tu avais des facilités? C'était difficile? Eh ben, moi, j'ai toujours fait du sport, voilà, comme un peu tous les gamins. Donc, j'avais fait différents sports. J'avais fait de l'athlé, du foot, du karaté, un petit peu de natation. Et puis après, quand mon père m'a proposé le kayak, et ben, j'ai adhéré. Et rapidement, ça s'est assez bien passé avec les premières compètes, le groupe de copains. Et vraiment, j'ai adhéré au truc et je me suis mis à fond dedans. J'avais 10 ans, je pense. Quand tu dis que ça s'est bien passé, ça veut dire que dans les compétitions, tu faisais des bonnes places? Oui, bah après, c'est des compétitions, voilà, c'est poussin, benjamin, minime, c'est des petites catégories. Donc quand on s'entraîne un petit peu, qu'on est un petit peu sérieux, les premiers résultats arrivent assez vite. Et ouais, j'ai tout de suite été attiré par le côté compétition qu'il y avait à Mantes, hein, qui est un club où il y a eu des médailles olympiques, plein de sportifs en équipe de France. Et donc voilà, on a été dans le groupe et puis on avait une entraîneuse, je sais pas comment on dit, qui s'occupait de nous le mercredi, le samedi. Et voilà, et ça marchait super bien. Et voilà, j'ai rapidement su que je voulais faire ça comme sport en fait. Et à partir de quel moment tu t'es pris plus de passion pour la pratique du kayak? Parce que j'imagine que quand on est gamin, bah là, comme tu dis, c'est mercredi, samedi. À un moment, si tu es un peu plus motivé et que tu grandis, tu augmentes ta fréquence d'entraînement. Est-ce que toi, ça s'est passé comme ça? Et à partir de quel âge? Alors moi, c'était vraiment sur l'année de minime 2 où j'avais été à mes premiers championnats de France en minime 1. Ça s'était passé moyennement, quoi. On était allé en finale avec les copains en équipage. Et j'étais le seul de la région Île-de-France à être kayakom, à être revenu sans médaille cette année-là en minime 1. Et je me suis dit, bah, l'année prochaine, c'est plus possible. Donc voilà, il y avait des cadets juniors à l'époque qui marchaient vraiment bien, qui étaient en équipe de France, là, toute une génération vraiment forte. Et j'ai commencé à vouloir aller m'entraîner un petit peu avec eux. Donc j'y allais, voilà, le mercredi, samedi faire du kayak et puis je rajoutais les petits footings, un petit peu de préparation physique à la maison, hein, des pompes, des abdos, des tractions, un petit peu de choses comme ça. Et puis ouais, je dirais à partir de minime 2, j'ai voulu vraiment faire de la compétition. Et est-ce qu'en t'investissant plus, tu as plus progressé et tu as réussi justement à avoir peut-être une médaille au championnat minime? Ouais, bah, je sais pas si c'est le fait de m'entraîner plus ou d'être plus motivé sur chaque séance, ou peut-être les deux d'ailleurs, qui a fait que j'ai pas mal progressé l'année de minime 2. Et voilà, et puis après, j'étais vraiment rentré dans un truc où il était clair pour moi que bah, avec le passage en KD1, enfin voilà, dans les années KD junior, ça allait être un petit peu la pratique du canoë-kayak un petit peu au centre de mon projet de vie pour les années à venir. Comment ça s'est passé quand tu étais minime 2, que tu voulais t'entraîner avec les cadets et juniors qui étaient plus âgés et plus forts que toi? Moi, j'ai toujours tendance à me dire, bah, ce serait super de s'entraîner avec les champions, mais bon, quand je vois la vitesse où ils vont, je me dis, ouais, je vais peut-être tenir 5 minutes, quoi. Comment ça se passait pour toi? Est-ce que tu t'accrochais comme un fou dans la vague? Comment tu vivais ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je tenais 5 minutes. Donc, en fait, je me rappelle que quand j'étais minime, l'objectif de ma séance, c'était de tenir l'échauffement avec les KD2 juniors. Donc, eux, ils s'échauffaient. Et puis, moi, j'essayais de tenir. Ça durait, sur le parcours qu'on avait, ça durait 2 bornes. Et en fait, avec un ou deux potes qui étaient minimes aussi, bah, on essayait de s'accrocher un petit peu, à commencer à prendre la vague. On avait des CAPS à l'époque. Nous, on naviguait pas dans des bateaux comme ils ont maintenant. C'était un monotype qui s'appelait le CAPS. Et voilà, et on essayait d'apprendre à prendre leur vague. Et puis, on tenait 2 kilomètres. Puis après, au milieu d'année, on tenait une partie de l'entraînement. Et puis après, bah, voilà, au fur et à mesure des mois, puis peut-être aussi des années, bah, on arrivait à s'entraîner avec eux. Parce qu'on était quand même pas mal en autonomie. On avait, donc, comme je disais, une entraîneur bénévole, Corinne Bérard, qui était là le mercredi et le samedi, mais qui bossait. Donc en fait, il y avait quand même pas mal de moments où on était tout seul. Il n'y avait pas encore de cadre permanent comme il peut y avoir maintenant dans les clubs. Et à partir de quand tu as pu être en CAPS? Et ben là, les CAPS, je crois que c'était Benjamin Mini, mais il me semble qu'en minime 2, on a pu courir. C'est la première année où on a pu courir, si je dis pas de bêtises, dans des bateaux. Donc c'était des lanceurs Orion.
Ok, je vois. C'était des lanceurs, des Orions. Enfin, ça passait Ranger, lanceur, Orion. Et, euh, et au fur et à mesure, voilà, après, il y avait plus ces monotypes. Et donc, après, on pouvait avoir un petit peu les bateaux qu'on voulait, dans lesquels on tenait à l'époque. C'était comme ça. Et est-ce que par la suite, tu fais des résultats en cadet junior? Et ben en fait en minime, avec mon coéquipier, on gagne le K2, on fait deuxième en K4, donc super content. L'année de KD1, on doit faire. J'avais un coéquipier, lui qui était donc KD2, moi KD1, on doit faire deuxième en K4 et on doit faire troisième ou quatrième en K2. Et l'année de KD2, en fait, je me blesse au dos et avec des diagnostics, voilà, dur à poser le diagnostic. Et en fait, je m'arrête en KD2. J'arrête la compétition en KD2. Et là, je coupe complètement avec le monde du kayak. Donc, ça veut dire que je prends plus de licence. Je mets plus et je fais vraiment autre chose pendant pas mal d'années, en fait. Pendant mes années lycée. Qu'est-ce que tu fais alors? Et ben, je vais, comme tous les ados, je vais à l'école, je fais la fête, je fais autre chose, je refais un peu d'athlé, je fais un petit peu de hand, je fais pas mal de hand pendant 2 ans. Voilà, avec des potes, mais plus du tout dans une dynamique de haut niveau. Ah ouais, et comment ça s'est passé pour ton dos par la suite? C'est passé tout seul? Non, c'est pas passé. c'est toujours un peu en soins, voilà. Mais à l'époque, on n'avait pas trop posé le diagnostic et donc j'arrête. Et puis je pense qu'à un moment, même si j'avais pu reprendre au bout d'1 an ou 2, j'étais plus dans le truc et j'avais découvert autre chose, les copains, les sorties, etc. Et c'est vrai que donc là, j'avais peut-être 16 ans, 16 ans. Et c'est vrai que jusqu'à mes 20 ans, j'ai toujours mes copains du kayak, mais je mets plus les pieds dans un club et je suis plus licencié. On dit souvent, en tout cas moi quand j'étais gamin et que je faisais de l'athlétisme, mon entraîneur me disait souvent que l'écrémage se faisait justement autour de 15-16 ans. Est-ce que toi, tu as remarqué ça, tu vois, j'ai un peu dans le futur, mais en tant qu'entraîneur, que l'écrémage se faisait un peu à ce moment-là? Moi, je trouve qu'il se fait sur les années lycée, vraiment sur ceux qui vont à un moment mettre un petit peu le canoë-kayak au centre de leur projet de vie. Et ceux qui, à un moment, moi j'en ai en club, qui savent que de toute façon, ils arrêteront à 18 ans parce que les études ne sont pas forcément compatibles avec la pratique du haut niveau, les études qu'ils veulent faire. Et ça, c'est d'ailleurs un des gros problèmes qu'on a, c'est que voilà, quasiment par rapport à ce qu'on veut faire comme étude, il faut choisir de continuer ou d'arrêter le kayak après le bac. Moi, je trouve ça complètement fou. T'as écouté d'autres interviews aussi, c'est que souvent, soit tu fais du kayak à fond, du moins quand tu deviens, là, comme tu dis, fin junior, début senior, ou soit t'en fais plus du tout, quoi. Et j'ai l'impression que personne fait d'entre-deux. Est-ce que c'est ma vision ou est-ce que c'est vraiment comme ça? Ouais, non, mais ça, je suis assez d'accord. C'est où on met tout et de toute façon, on sait que pour performer, il va falloir vraiment tout mettre en place et que ça va être très, très, très compliqué d'avoir une vie normale à côté, un boulot ou des études sans aménagement et performer. Moi, mais même chez les jeunes, hein, pour te donner une idée, moi, au club d'Auxerre, donc ça concerne les catégories cadet junior, 100% de ceux qui ont été en équipe de France ou en collectif sont passés par des sections à horaires aménagés. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui n'a pas eu d'horaire aménagé et qui a réussi à performer. Alors, ça existe sans doute ailleurs, mais nous, je sais que le cas à Auxerre, c'est ça, en fait. Ouais. Et je reviens sur ton dos. Quel est le diagnostic aujourd'hui? J'ai plusieurs hernies discales, tu vois, pareil au niveau des cervicales, et en fait, ça s'est pas forcément amélioré. Après, avec le recul et un petit peu les avis que j'ai pu prendre, c'est qu'en fait, à l'époque, il aurait plutôt fallu me conseiller de continuer le sport pour soigner mon dos, comme on le sait maintenant, que plutôt d'arrêter le sport. En fait, ça n'a pas permis de vraiment le guérir. J'aurais mieux fait de faire, tu vois, de l'activité peut-être un peu plus adaptée. À l'époque, en musculation, on n'avait pas tous ces exercices de prophylaxie qu'on peut faire maintenant. Et c'est vrai que moi, la muscu, c'était un truc que j'aimais bien, donc je me suis lancé à fond dedans en cadet, mais on avait accès à une salle en fait, et on n'avait pas d'entraîneur ni de suivi. On était KD1 et en fait, on faisait des développés couchés, des tirades, et l'objectif c'était vraiment de mettre le plus lourd possible. Et je pense que ça n'a pas participé
à ce que mon dos est bien. Ah, putain, mais j'imagine, tu vois, avec le recul à posteriori, c'est toujours facile, mais que ça a dû être un peu un choc, quoi. T'es à fond kayak et tout, tu progresses à fond, et d'un coup, bah, t'es roulé, quoi. C'est un peu le destin qui s'acharne, contre toi, Ouais, c'est quoi. ça. Alors après voilà, j'avais fait deux, trois médailles en minime. C'est pas pour ça que j'aurais eu des résultats après, tu vois. Mais c'est vrai que par contre, j'avais placé ça au centre un peu du projet. J'avais demandé à accéder à l'époque au pôle espoir de Caen, où j'avais pas été pris au pôle espoir de Caen. Mais voilà, voilà, c'était ça. La vie tournait un petit peu quand même autour du kayak. Tu vois, quand tu veux t'entraîner, t'es quand même tes potes, c'est le kayak, tes journées sont rythmées par le kayak, etc. Donc ça fait bizarre. Donc après, bah, on fait un peu le deuil et puis on passe à autre chose pendant quelques années jusqu'à ce que ça me rattrape un peu Ah plutôt au bon. niveau professionnel. C'est ce que j'allais dire. Comment ça te rattrape? Eh ben, je fais des études. Enfin, je fais des études. Je passe un bac littéraire option art plastique, donc un truc qui m'intéresse pas forcément. Je me retrouve sur une fac de droit à Nanterre. Et au bout de 6 mois, je me dis qu'en fait, c'était pas du tout fait pour moi, ni ça, enfin ni les études, ni après bosser là-dedans. Donc, bah, je reviens un petit peu, voilà, je me demande, je fais le tour un peu et je me demande ce que je devrais faire. Et en fait, bah, depuis que je suis minime ou cadet, j'ai toujours voulu en fait encadrer, entraîner, même à l'époque où dans les clubs il n'y avait pas de cadre. Moi, je voulais faire ça en fait comme boulot. Et donc, bah, je me tourne à ce moment-là vers un BE1 à l'époque, un brevet d'état premier degré. Donc, je quitte la fac et je m'inscris en BE1. Et en même temps, je me réinscris au club de Mantes-la-Jolie. Je me relicencie au club et je commence à encadrer bénévolement les équipes minimes. D'ailleurs, à l'époque, c'est François During qui est CTR Île-de-France. Donc, on bosse avec François sur ça. Et donc voilà, je commence à encadrer ça. Après un petit peu le pôle espoir de Vers-sur-Marne à l'époque. Et puis j'ai mon BE1 et après le club de Mantes décide de créer un emploi. C'était l'époque, c'était les emplois jeunes. Et je suis embauché donc en 2001, au 2000 ou 2001 au club de Mantes en emploi jeune comme sur le poste d'entraîneur des minimes cadets juniors. Pour passer ton BE1, t'as dû remonter dans un bateau? Ouais, mais par contre, du jour où j'ai repris une licence, bah, j'ai recommencé à m'entraîner. Et j'ai recommencé à m'entraîner comme si jamais j'avais jamais arrêté. En fait, je me rentraîne 2 à 3 fois par jour. Ah ouais, oh, mais et alors comment ça se passe? Est-ce que tu retrouves rapidement ton niveau et que même tu le dépasses? Bah, je retrouve rapidement mon niveau de minime et de cadet si tu veux, mais comme je suis senior, c'est un petit peu compliqué. Donc, bah, je refais des compètes et tout, hein, mais voilà, sans aucune prétention, quoi. Je fais des courses, mais c'est Et, tout. est-ce que tu penses que justement ces années-là sont pas rattrapables? Tu sais, il y a pas mal de documentation, de documents sur l'entraînement des jeunes, de ce qu'il faut développer en fonction de l'âge. Est-ce que toi tu penses que c'est pas rattrapable ce que avec le recul encore une fois, ce que t'as pas développé justement en cadet junior? Est-ce que ça, t'aurais pas pu le rattraper par la suite? Non, je sais pas si j'aurais pu je sais pas trop, mais non, je pense que c'est vraiment des années clés. Vraiment, enfin moi je m'en rends compte au niveau des sportifs que j'encadre. Vraiment, cadet junior, c'est vraiment les années où déjà on développe des choses et puis où on rentre vraiment dans une démarche de rigueur et qui sont nécessaires après à la pratique du haut niveau et où vraiment on développe des choses. Ouais, je pense que je sais pas si c'est rattrapable, mais moi en tout cas je l'ai pas rattrapé. Ça c'est clair et net. Et donc là, au club de Mantes, une fois que tu as ton diplôme, ton emploi jeune, donc tu continues à t'occuper des minimes, c'est ça? Alors je m'occupe en fait, j'ai un poste c'est agent de développement à l'époque, donc je fais un petit peu d'administratif, mais mes missions principalement elles sont sur le développement des jeunes. Pour la compétition, donc c'est-à-dire il y a quelqu'un qui s'occupe de l'apprentissage du kayak, donc bateau, polyéthylène, etc. Et moi, je m'occupe des jeunes cadets juniors, minimes cadets juniors, on va dire tous ceux qui vont faire du national. Et en parallèle, il y a Grigor Obrégin, qui est aussi au club de Mantes, qui lui a été médaillé olympique en C2. C'est un Roumain qui est arrivé en France dans ces années-là et qui s'occupe notamment des canoës du club. Et voilà, et moi, j'apprends pas mal de choses avec lui aussi. Parce que c'est vrai que je débarque un peu, je suis sorti depuis 4 ans du monde du kayak et j'ai vraiment eu aucun contact, quoi.
Et donc voilà, je bosse avec lui au club de Mantes. Il entraîne notamment Mickaël Couton, Gérald Couton, qui sont à l'époque les gars qui sont un petit peu en haut dans la hiérarchie du canoë français sur les années en 2000. Et donc voilà, et donc je bosse avec lui, il m'aiguille un petit peu, et puis je fais un petit peu ma formation d'entraîneur un petit peu avec lui sur les années 2000 à 2003. Qu'est-ce que et si tu devais résumer trois, quatre choses que tu as appris à ce moment-là en tant qu'entraîneur, tu dirais? Alors avec lui, c'était vraiment la rigueur, le travail, l'investissement. C'est vraiment voilà, ces trois mots-là. C'était vraiment rigoureux comme méthode d'entraînement. Et voilà, j'ai vraiment appris ça avec lui. Et puis moi qui suis je suis kayakiste. Et quand même, avec lui, j'arrive à développer un petit peu mes compétences, entre guillemets, pour encadrer des canoës. Est-ce que tu peux expliciter les différences, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais les différences en termes d'apprentissage, en termes de transmission en tant qu'entraîneur, en termes de kayak ou de canoë? Quelles sont les différences? Parce que souvent, j'ai interviewé des personnes et j'ai pas trop creusé ce sujet-là. Et comme je vois que tu l'abordes, Eh ben non, mais moi c'était surtout les compétences techniques en fait. N'étant pas canoë, il fallait que je me construise un peu mentalement l'image que j'avais de ce qu'était la technique en canoë. Et bon ça, voilà, Grégor il m'a expliqué un petit peu, pas forcément les différences, justement pas les différences, mais vraiment la technique propre au canoë. Et enfin sa technique propre au canoë, parce que je suis pas persuadé qu'il y ait une technique magique ni une technique unique. Mais voilà, lui, il m'a donné un petit peu ce qu'il pensait de ce qu'il fallait faire en canoë. Et ça m'a beaucoup apporté parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel je m'étais intéressé tellement avant les années 2000, avant de le rencontrer lui. Et après, ça m'a permis d'entraîner pas mal de canoës dans ma carrière d'entraîneur. comment ça se passe avec tes jeunes à Mantes? Est-ce que tu as du succès, on va dire? Eh ben, du succès, je sais pas. Déjà, ça se passe bien parce que et je me rends compte qu'en fait, j'ai fait le bon choix et que c'est ça que je veux faire comme boulot. Et ça, déjà, c'était important parce que à cette époque-là, j'étais un peu voilà perdu au niveau professionnel. J'avais choisi de me lancer là-dedans alors que ça faisait 3-4 ans que je faisais plus de kayak. Et il fallait j'avais pas vraiment de réchappe, donc c'est bien que ça m'ait plu. Et j'y suis toujours 20 ans plus tard. Mais ça se passe bien. Il y a quelques résultats qui commencent à arriver, mais c'est avec des cadets. Donc voilà, ça reste des cadets au niveau national. Donc voilà, on commence à avoir les premières médailles. J'avais à l'époque un groupe de kayak dames qui ramène des médailles, et puis un groupe de kayak hommes aussi cadets qui ramènent des médailles. Et donc je les ai eus 3 ans, et moi je m'en vais. Ils sont juniors 1. Et je sais que l'année d'après, les deux kayakums sont en équipe de France junior l'année d'après. Donc ouais, c'est des super bons souvenirs. Et puis ça marchait pas mal, mais on avait vraiment un petit effectif. Qu'est-ce qui fait que tu quittes Mantes? Eh ben, ce qui fait que je quitte Mantes, c'est que je savais, parce que les emplois jeunes, c'était 5 ans. Je savais que l'emploi ne serait pas forcément pérennisé après. Il me restait 2 ans et j'apprends qu'au club de Bourges, il y a un poste qui est vacant et qui est sur un emploi aidé, mais qui peut être pérennisable. Et moi, je cherchais aussi ça, en faire mon métier, donc pas à pouvoir rester sur une structure pendant plusieurs années. Donc, je pensais qu'à Bourges, ce serait possible. Donc, je pars au club de Bourges, où en fait, c'est vraiment un tout petit club. Et là, pendant 3 ans, j'ai 3-4 athlètes. Alors, il y a des résultats corrects, pareil, mais voilà, la mairie est pas derrière. On n'arrive pas à développer le club. On n'a pas de local. C'est assez compliqué. Même si les bénévoles font du bon boulot, on n'arrive pas à développer le club plus que ça. Donc, je reste après de 2003 à 2006 au club de Bourges. J'ai une question qui me revient. Est-ce que tu penses qu'il faut chercher absolument à performer en cadet junior pour espérer avoir une carrière plus tard? Ou parce que je lisais des trucs, je te recontextualise le truc. Je relisais des papiers sur l'aviron ce week-end, et justement il y avait un peu ce débat-là dans le sens où certains pensent qu'il n'y a pas besoin de performer en cadet junior pour plus tard, et que même c'est peut-être même une chance de pas performer, et d'autres qui disent qu'il faut performer un peu à tous les étages.
Est-ce que tu as un avis là-dessus? Eh ben, nous, quand même, enfin, je sais qu'il y avait une étude qui avait été faite, enfin, les statistiques, il y a quelques années, que à quelques exceptions près, la majorité des gens qui étaient en équipe de France senior avaient été finalistes en monoplace en minime ou médaillés en équipage au championnat de France en minime. Alors, c'est une étude qui remonte à il y a quelques années, mais voilà. Après, c'est vrai que ça peut être usant. On sait que les carrières sont longues. On voit bien qu'en équipe de France, là, chez les seniors, on a des sportifs qui sont pas forcément des jeunes. Et c'est vrai qu'après, il faut tenir la longueur. Donc, je ne sais pas si c'est important de performer. Je pense que c'est important de rentrer dans une démarche d'entraînement, dans de la rigueur dans l'entraînement, dans de la prévention de blessures. Moi, je suis attaché à ça et voilà. Après, performer, je sais pas ce qu'on entend par performer. Est-ce que c'est performer au niveau national? Je pense quand même que oui, c'est mieux pour un cadet d'être en finale des France pour espérer performer après, même si la porte est pas fermée pour les autres. Mais et après, je sais pas trop. Je pense qu'il y a des deux. Je saurais pas dire ça. Oui, bien sûr, mais c'était une question un peu ouverte, sans vraie réponse, mais j'étais curieux d'avoir ton avis sur le sujet. Parce que souvent, j'ai l'impression que, moi, pareil, dans d'autres milieux, donc je dérive un peu, mais on voit que des gars, des fois, qui ont 16-17 ans, sont à fond pour devenir champion du monde. Et puis après, ils ont du mal, justement, parce qu'ils ont un peu sauté les bases, entre guillemets. En kayak, on pourrait dire qu'ils ont fait moins d'aérobie, moins développé leur coordination, tout ça, qui ensuite, pourtant, leur aurait été favorable pour performer en senior. Et comme ils ont grillé un peu les étapes, ils performent maintenant en tant que jeune et après il leur manque les choses pour performer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah là-dessus, je te rejoins complètement. Je réfléchissais en même temps et je pense que un sportif cadet qui est bon en kayak, mais par contre qui sait faire plein d'autres choses, pourra plus performer dans l'avenir qu'un sportif cadet qui est bon en kayak parce qu'il a fait que du kayak. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si jamais c'est tout ce qu'il a fait autour qui lui permet d'être bon au kayak, ça lui permettra d'être bon plus tard. Par contre, si jamais c'est un sportif qui reste vraiment dans le kayak, qui fait que ça, je pense que ça lui manquera à un moment donné, ouais, pour passer le cap du très haut niveau. C'est bien que tu le dises parce que moi ça me paraît toujours difficile. Tu vois, si t'es à fond kayak, de te dire bah tiens, je vais aller courir un peu, je vais aller faire un peu de muscu, je vais aller faire peut-être du ski de fond ou tu as plein d'autres activités, alors que tu as envie de faire du kayak. Tu vois, j'ai l'impression que d'un point de vue motivationnel, c'est dur de se motiver à faire autre chose. Est-ce que toi, tu as une technique pour dire aux jeunes, du moins quand tu entraînais les jeunes, et même encore maintenant, pour, je sais pas, leur dire, bah tiens, fais ça, tu vas voir plus tard, tu sais, arriver à les motiver à faire autre chose? Oui, ben moi je leur dis toujours qu'en fait, quand ils font quelque chose qui leur plaît pas, faut qu'ils se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils le font. Et si jamais c'est utile de le faire pour leur objectif. Il y en a toujours, voilà, je sais que moi, clairement, sur les clubs, ce que les sportifs, enfin la grande majorité n'aiment pas faire forcément, c'est la course à pied. Qui pour moi pourtant est une condition sine qua non de la performance à quelques exceptions près. Quand même, je dis pas qu'il faut être champion d'athlée, mais quand même, quand je regarde les équipes de France senior, quand même, les gars savent courir. Quand on les regarde skier, ils savent à peu près skier. Nager, ils nagent aussi. Donc quand même, je dirais qu'il y a un minimum à avoir sans vouloir performer dans ces disciplines annexes. Mais je pense que les bons pagayeurs sont des sportifs complets. Et ça, c'est peut-être un truc qu'on a aussi et qui est comment je pourrais dire, qui se retrouve aussi chez les étrangers, même si après chaque pays a ses spécificités. Mais quand même, souvent, on se rend compte que les Allemands vont faire du ski de fond, les Tchèques vont faire du ski de fond. Voilà, on sait que quand même, les gens qui performent en canoë-kayak, par exemple, beaucoup font du ski de fond, même si ça peut sembler complètement opposé. Et moi, je sais qu'en club, ceux qui performaient là au CERF, ils sont pas mauvais en ski de fond, par exemple. Et ils sont pas mauvais non plus en course à pied. Ils sont mauvais nulle part, sans être excellents dans les disciplines annexes, parce qu'il faut pas oublier qu'on fait quand même du canoë-kayak. Mais quand même, moi, je pense que c'est obligatoire de faire plein de choses à côté, au moins chez les jeunes. Oui, j'allais te dire, ça me rappelle la discussion que j'avais avec Julien qui s'occupe du pôle espoir de Vers, justement avec ses expériences en Hongrie, et qui disait que l'hiver justement ils avaient une planif course à pied pour progresser, course à pied, tout ça. Je sais plus s'il disait par rapport aux Hongrois ou autre. Et
Et c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des kayakistes, en tout cas tous les champions que j'interviewe, sont de sacrés athlètes dans toutes les disciplines. Et parfois, j'ai une anecdote, allez, pour rigoler un peu, c'est que moi qui viens du milieu de la muscu à la base, souvent les athlètes du kayak sont très forts en muscu et sont surpris d'être plus forts que des pratiquants de muscu amateurs qui s'entraînent pourtant 4-5 fois par semaine et tout et se rendent pas compte en fait qu'ils sont super forts ils sont super forts ces kayakistes. Et donc, ça me fait Ouais, mais sourire. je pense que c'est vraiment des athlètes complets, hein. Je pense qu'il y a des sports comme ça où en fait développer des qualités un peu partout. Et puis après, c'est aussi, je pense, dans les sports où on a un gros volume parce que là les seniors, ça arrive des semaines à 22, 23, 24 heures l'hiver. Alors pour ceux qui s'entraînent le plus, mais 24 heures de kayak, il y a un moment, on pète un câble. Donc, je pense que c'est important d'aller rechercher d'aller un peu chercher un petit peu ailleurs et de trouver toujours un petit côté ludique, un petit côté plaisir. Là, je sais qu'il y en a pas mal avec l'expansion du trail depuis plusieurs années. Moi, je sais qu'avec Cyril, il aime bien aller se faire du trail, il aime bien aller se faire du ski, il aime bien aller se faire du vélo. Et c'est important parce que sinon, les gars, ils pèteraient un câble à faire que du canoë-kayak en permanence, que ça, quoi. Je reviens sur ton expérience à Bourges. Au final, comme ça se développe pas comme tu veux, tu pars aussi de Bourges? Eh ben, ouais. Alors, en fait, moi, quand même, il y a un moment, je savais que je voulais faire ça comme boulot, mais je voulais aussi, j'avançais un petit peu dans l'âge. Donc, à la fin, à Bourges, j'avais 28 ans. J'attendais, enfin, surtout ma femme, mon premier gamin. Et donc, à un moment, il faut pouvoir se dire qu'à un moment, on peut se lancer là-dedans, mais qu'on aura un salaire à la fin du mois, qu'on pourra, fonder une famille, etc. Et j'ai un ancien copain d'Île-de-France aussi, qui était, lui, au club de Créteil, qui est à Auxerre à ce moment-là, en 2006, et qui passe son concours de gendarme. Et voilà, parce que lui, il voulait sortir du canoë-kayak et qui me dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait d'aller à Auxerre parce que en fait on est embauché, on était embauché à l'époque par l'Office municipal des sports et mis à disposition du club à 100%. Donc ça veut dire qu'on avait un CDI, l'emploi était pérennisé et on était mis vraiment sur l'entraînement au club d'Auxerre. Donc c'était ça 2006 et donc en juillet, je vais passer un entretien au club d'Auxerre et ça c'est un peu, je pourrais dire un peu le tournant de ma carrière professionnelle, mon arrivée à Auxerre en 2006. On m'a dit qu'à Auxerre, le plan d'eau était assez petit. Qu'en est-il exactement? Il est très petit, ça fait 1500 mètres. Ça fait 1500 mètres quand et des fois il y a du courant et des fois le niveau d'eau varie, mais bon voilà, on a un canal qui fait 8 bornes qui est à un quart d'heure en bagnole, donc ça arrive qu'on prenne le bus ou qu'on y aille en voiture, on va naviguer et ça par contre toute l'année c'est un tour fait 8 bornes, donc ça c'est bien. Mais sinon oui, le plan d'eau à Auxerre, c'est pas un grand plan d'eau, ouais. Et surtout c'est une rivière avec un barrage, donc le niveau d'eau dépend de l'ouverture du barrage. C'est pas idéal, mais bon apparemment ça permet quand même de s'entraîner correctement. Quand tu arrives à Auxerre, est-ce qu'il y a un plan, un plan de développement pour toi? Parce que là, on voit que à Mantes, c'était les jeunes que t'entraînes, les jeunes compétiteurs. À Bourges, tu disais que tu avais 3-4 jeunes compétiteurs. Est-ce que là, à Auxerre, ton poste évolue? Et ben en fait, j'arrive à Auxerre, on part au premier championnat de France de marathon en septembre, on est 6, donc ça fait pas beaucoup. Il y a Cyril, toujours qui est lui, il a le marathon, ça se faisait pas trop. C'est un club qui est entre 15 et 20 au classement des clubs avec quelques médailles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le président de l'époque et on va dire son assistant, qui est maintenant le président Pascal Gouard, donc qui travaille à l'époque à la mairie, ils me disent vas-y, en fait, nous on veut ça et on veut que le club se développe, on veut développer les jeunes. Et par contre, toi, c'est ton boulot de le faire et on te met pas de contraintes, tu te débrouilles en fait. Propose-nous des trucs. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Eh ben déjà, moi, je m'appuie à fond sur. Il y a une section sport-études déjà qui existe au lycée. Enfin, c'est une section officieuse. En fait, on a le droit de mettre nos sportifs dans les classes à horaire aménagé de l'AJA Foot. Donc, moi, je saute sur l'occasion et je commence à remplir ces classes-là.
à inciter en fait après le collège tous les gamins qu'il y a à leur dire d'aller dans ce lycée-là, dans cette classe-là, et on commence à développer un petit peu cette classe-là où on arrive à être au début on est 5, puis au bout de 2-3 ans et on est 12-13, enfin il y a 12-13 gamins. On fait pareil avec le collège en fait qui est à 500 mètres du club, et on essaye aussi d'aller sur ces classes à horaire aménagé football, donc j'arrive à mettre au début 2-3 gamins. Donc ça c'est un peu le début des sections qui sont maintenant officielles. Mais au début, on se greffe là-dessus et puis ben, on bosse. Hein. Il y a pas 50 000 solutions. On se met à bosser beaucoup, tout le temps. Et puis à dire aux jeunes d'aller amener leurs copains pour faire un essai, de développer l'équipe dans la quantité et dans la qualité, en fait. Ça ressemble à quoi la vie d'un entraîneur de club? Une journée type, c'est quoi, par exemple? Eh ben, il y en a pas. Je serais tenté de dire qu'il y en a pas. En fait. Non, mais je pense que c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est qu'en fait, l'entraîneur, il est au moins dans les clubs. Pour moi, voilà. En fait, moi, je viens bosser quand les gens peuvent venir s'entraîner. Donc, ça peut être n'importe quand. Bien sûr, j'ai mes horaires de classe sport. En gros, moi, normalement, je bosse pas le lundi, et après, je bosse du mardi au samedi et le dimanche quand il y a compète. Mais dans la réalité, en fait, il y a peu de jours où je passe pas au club. C'est plutôt tous les jours en fait. Ok. Et là, à ce moment-là, donc à Auxerre, tu t'occupes, et c'est peut-être toujours le cas d'ailleurs, aussi bien des jeunes, ceux qui débutent, que des compétiteurs, de tout le monde? Ou c'est comme à Mantes ou à Bourges où tu as vraiment que les compétiteurs? Non, moi j'ai que l'entraînement en fait. En fait, mon poste à Auxerre, c'est directeur technique, donc je dois proposer la politique sportive du club et l'encadrement. Donc c'est les deux missions. Je suis ça, directeur technique, entraîneur principal. Donc j'ai deux collègues, 2 ou 3 collègues selon les années qui bossent aussi avec moi, qui développent un peu les plus petits et tout. Et moi j'entraîne principalement de la catégorie, on va dire minime 2 à senior. À partir de minime 2, on va dire. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un gros club Auxerre pour avoir 3 entraîneurs? Alors en fait, moi je suis mis à disposition du club, mais je suis employé par la mairie maintenant. Donc je suis pas salarié du club. Ma collègue, elle est embauchée à la mairie, elle est ETAPS et elle est également mise à disposition du club 15 heures par semaine à peu près. Et on a un apprenti. Donc en fait, en réalité, comme salarié du club, il y a juste un apprenti. Donc ça, c'est vraiment la grande chance qu'on a, c'est qu'en fait la mairie d'Auxerre met à disposition 2 cadres. Est-ce qu'il y a ça fait penser parce que tout à l'heure tu parles de recrutement à l'école, tout ça. Est-ce qu'il y a des critères entre guillemets pour détecter les jeunes à haut potentiel? Tu sais, par exemple dans les bouquins de l'ICF, ils parlent souvent de l'envergure, de la taille, tout ça. Est-ce que c'est des choses auxquelles on fait attention, auxquelles on peut faire attention pour recruter, ou on prend, c'est aussi, je simplifie, mais on dit à tout le monde de venir et puis on verra bien ce qui arrive? Eh ben, je dirais qu'on dit à tout le monde de venir et qu'on demande aux potentiels intéressants de rester. C'est un petit peu ça. Non, mais pas du tout. Mais c'est vrai que oui, on sait très bien qu'il y a des gabarits qui sont plus intéressants que d'autres pour performer. Donc on essaye plus, tu vois, il y a pas mal, par exemple, nous, l'été, il y a les vacances à la ville, c'est-à-dire que les gamins viennent faire du kayak 2-3 fois par semaine. Et c'est vrai que sur la globalité de ceux qui passent, quand on va voir un gabarit intéressant, on va plutôt aller lui dire, est-ce que, expliquer, lui parler, est-ce que ça t'intéresserait de venir t'entraîner au club, de faire une séance d'essai? Et on en a récupéré quelques-uns et quelques-unes, notamment comme ça, sur les dernières années. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent expliquer plus le choix du canoë par rapport au kayak? Eh ben, clairement, avant, je sais pas si c'est toujours le cas, nous c'est plus le cas, mais avant, ceux qui étaient pas très forts en kayak faisaient du canoë. Et ça, c'est quelque chose qui revenait souvent. Après, moi, ceux que j'ai eu en canoë, là, au club d'Auxerre, c'était plus un choix. Parce que que ce soit Eugénie qui était plutôt doué en kayak aussi, César
était pas mauvais. Voilà, c'est des gens. À un moment, il y a une vraie, il y a un vrai historique de canoë au club d'Auxerre. Il y a eu plusieurs participants aux Jeux Olympiques en canoë. Et donc, historiquement, il y a des gens qui viennent pour faire du canoë. En fait, moi, c'est à la demande. Je contrains pas les sportifs à faire ci ou ça. Après, c'est vrai que de temps en temps, là, c'est le cas en junior. Voilà, on avait un canoë et il y a un gars qui est arrivé qui hésitait entre le canoë et le kayak. Voilà, on lui a dit si tu fais du canoë, ça pourrait faire un C2 sympa pour les France. Et après, il faut qu'il y adhère. Il n'est pas forcé, quoi. Ok. Et donc là, finalement, le club d'Auxerre, de ce que je vois, c'est plutôt bien développé avec tout ce que tu as mis en place. Eh ben ouais, ça marche super bien. Alors ce que j'ai mis en place, c'est plutôt ce qu'on a mis en place avec les dirigeants, les collègues et compagnie. C'est aussi parce que à un moment les dirigeants ont fait confiance aux techniciens qu'on était et nous a dit en fait c'est vous qui savez ce qu'il faut faire et nous a pas dit en fait nous a pas essayé de nous apprendre notre métier. Donc ça, je pense que c'est super important. Que ce soit les techniciens qui développent, parce que c'est quand même eux qui maîtrisent normalement le sujet. Et nous, on a vraiment eu les mains libres avec mes collègues et ouais, ça a bien marché. Là, c'est vrai que maintenant, on est un gros club. Ça fait 10 ans qu'on est sur le podium des 3 clubs français. Ça marche super bien pour les jeunes. On a une bonne équipe senior. Tous les ans, on a entre, 6 et 10 personnes en équipe de France sur les divers collectifs, en canoë, en kayak, en garçon, en filles. Et ça se passe vraiment bien. C'est vraiment super. Ça fait combien de temps que tu es à Auxerre, là? 2006, donc là, tu dois attaquer 16e année, ouais. Et ouais. Et est-ce que c'était un but pour toi un jour de devenir entraîneur national? Non, c'était pas un but. C'était moi, mon but c'était d'être entraîneur en fait. Après, entraîneur national, c'est pareil. En fait, on s'occupe de sportifs et on essaye de s'en occuper du mieux possible. Comment ça se passe parce que là, j'imagine tu es toujours au club d'Auxerre et tu es entraîneur national en plus. Tu as peut-être un détachement avec la mairie. Comment ça fonctionne? En fait, j'ai pris un temps partiel à la mairie d'Auxerre. J'ai pris un 80% et j'interviens sur les équipes de France, là sur les stages et puis normalement sur les compétitions. Sur les compétitions, les Coupes du Monde, Championnat du Monde, Championnat d'Europe. Ok. J'ai 110 jours à faire, entre 100 et 110 jours à faire pour les équipes de France cette année. Quand on commence le kayak, j'imagine qu'il y a un peu des prérequis techniques à apprendre, tout ça. Là, quand t'entraînes vraiment, tu aides les meilleurs à performer encore un peu plus. Sur quoi on travaille? C'est quoi les petits détails qui vont faire la différence pour toi? Je pense que les petits détails à ce niveau-là, alors c'est vrai aussi pour les jeunes, mais encore plus là, ça va être vraiment d'individualiser au maximum pour chacun. Parce qu'en club, on va être un peu sur des séances un petit peu communes parce qu'on a des grands groupes. Et je dirais un peu, même si on essaye d'individualiser, ça va être un peu la sélection naturelle et il y en a qui vont s'en sortir, d'autres qui adhéreront pas ou sur qui ça marchera pas et qu'on va un petit peu ignorer, malheureusement. Et là, on va vraiment individualiser, on va vraiment prendre en compte le passé des athlètes. Là, si je prends des exemples, par exemple, sur les équipes seniors, là, on a des athlètes qui ont 19 ans, on a des athlètes qui ont presque 40 ans. Ils en sont pas au même moment de leur carrière, de leur formation. Donc voilà, on va individualiser, on va essayer d'individualiser au maximum chacun pour qu'en fait chacun puisse se révéler et puisse s'exprimer au maximum de son potentiel. Je te pousse un peu. À 19 ans, je me souviens encore du podcast que j'avais fait avec Julien qui m'avait vachement intéressé. Est-ce qu'on est encore en train de trouver sa technique? Alors que peut-être à presque 40 ans, je pense que tu parles de Maxime, avec qui j'avais fait un super podcast aussi sur la technique, tout ça. C'est ça l'individualisation, ou ça va plus être peut-être dans la montée en volume d'entraînement, ou qu'est-ce que tu appelles individualisation à ce niveau-là? Moi, je pense que ça va être individualisation physique, comme tu dis. Peut-être que en l'âge avançant, on va peut-être un petit peu faire plus attention aux blessures, à la récupération, à toutes ces choses-là. Et par contre, moi, j'avais lu le podcast de Julien où il disait que en Hongrie, on considérait qu'après 14 ans, c'est ça, la technique, c'était ouais. bon.
En fait, Exactement. moi, je pense, au moins, c'est comme ça que je fonctionne, qu'en fait, la technique, là, avec Max ou Cyril, il n'y a pas un jour, en fait, où on parle pas de la technique. Il y a chaque séance, on retravaille sur de la technique, on analyse la technique, enfin, tout le temps, en fait. À chaque séance, et ça, je pense que je le fais autant avec les poussins ou benjamins quand je les ai au club, qu'avec les seniors. Là, on parle de technique tout le temps, en fait. C'est quoi la bonne technique? La question au piège. Quelle est la La bonne bonne technique? technique, c'est celle qui permet à chacun d'aller vite. Je pense que la technique, elle est individuelle. Enfin, je sais pas comment dire, des obligations. Il y a des choses qu'on retrouve. Il suffit de regarder tous les champions. Si on regarde les finales des jeux, on a des choses qu'on retrouve chez tout le monde quand on va parler de transmission, de fixation de main, de transmission, de connexion entre le haut et le bas. Mais par contre, si jamais on regarde par exemple la finale du C1000, là où il y avait Adri, les quatre, il n'y en a pas un qui pagait pareil en fait dans les quatre premiers au jeu. Et pourtant, ils vont tous vite. Donc c'est qu'ils ont trouvé en fait leur technique qui leur permettait d'aller vite. Si je prends un exemple en France, un Cyril Carré, il va pas payer comme un Maxime Beaumont parce que voilà, c'est pas la même morphologie, c'est pas les mêmes qualités. Chacun va jouer sur ses qualités, je pense. Et c'est ça qu'il faut trouver. Justement, j'avais un petit débat tout à l'heure avec ma partenaire d'entraînement sur l'appui. Tu vois, on entend pas mal de. Il y a deux courants, je vais résumer comme ça. Soit tu te tractes proche du bateau, soit tu vas écarter. Euh, Mais est-ce que tu as un avis là-dessus? Bah, par exemple, Cyril, moi j'ai l'impression qu'il écarte beaucoup, qu'il est très dansant. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et t'en as d'autres qui vont. Ouais, il est très dansant. Mais il sera d'accord. Il m'a dit quand je l'ai vu à Marseille, il m'a dit, pense que c'est une danse. Donc, Ouais. je trouve qu'il danse. Et est-ce que tu as un avis aussi là-dessus? Ou pour toi, c'est encore une fois une question de test et d'individualisation. Est-ce qu'il faut être proche du bateau, pas proche du bateau, plus écarté, tu vois? C'est des questions que je me pose un peu quand je suis sur l'eau. Je me dis tiens, qu'est-ce qui est le mieux? Et c'est quoi la meilleure chose à faire, Mika? Alors moi, je dirais, pour résumer, je dirais on plante près du bateau, on écarte après, mais ça va dépendre peut-être du moment de la course, du profil du pagayeur. Et moi, je pense qu'on est souvent limité dans son pagayage par l'aisance qu'on a aussi et la capacité qu'on a à prendre des risques, notamment sur l'avant, tu vois, et peut-être que on va aller plus vite à un moment en ayant moins d'amplitude, en étant plus près du bateau, parce que ça va nous permettre de nous sentir plus fort. Ou quelqu'un qui va avoir une grande aisance comme Cyril, qui va pouvoir, comme tu dis, aller danser dans son bateau et pouvoir s'exprimer sur ce pagayage-là. Et moi, j'avais vraiment tendance à avoir, il y a quelques années, un pagayage, pour moi, une idée vraiment du pagayage. Alors, je sais pas si je te donnais, si tu connais, pour moi, le pagayage, c'était Coverden. Je sais pas si Bien sûr, je vois bien, très aérien, quoi. C'était ça. Voilà, c'était ça, c'était droit. J'avais l'impression que c'était super fort en fait ce qu'il faisait. En fait, il y a des athlètes que j'entraînais qui m'ont prouvé qu'en fait, ils m'ont prouvé que mon image, la représentation que j'avais du pagayage idéal était fausse parce qu'ils ont fait autre chose et ça leur a permis d'aller plus vite. Et donc voilà, au fur et à mesure des années, je me suis plutôt mis dans le truc de dire aux sportifs, de regarder, de dire toi ça te convient bien à toi, ça te convient bien à toi. Mais par contre, n'oubliez pas qu'à un moment, il va falloir composer des équipages. Donc il va falloir trouver un pagayage commun qui sera propre à votre équipage et qu'il va falloir quand même, sans faire des compromis, à un moment, trouver des choses qui peuvent aller ensemble et qui permettent de performer dans un biplace ou un K4. Est-ce que justement tu penses que ce biplace ou ce 4 places, c'est un peu un passage obligatoire pour apprendre à bien pagayer techniquement? Oui, je pense que l'équipage, c'est super formateur. Et puis, quand on regarde quand même le nombre de médailles qu'on peut rapporter d'un championnat du monde ou de Jeux Olympiques en monoplace et en équipage, la priorité, c'est quand même, on peut ramener beaucoup plus de médailles quand même en équipage qu'en monoplace. Donc, faut quand même pas hésiter à former les gamins dans les bateaux d'équipage. Et maintenant, on a des mini bateaux, la mini K2, mini K4, mini C2 et tout, qui sont des super bateaux
Et je pense que ça pourrait vraiment aider au développement de la culture d'équipage en France. Et je trouve ça toujours assez difficile, je fais un petit aparté, sur le fait que le kayak c'est un sport individuel, mais également aussi un sport collectif avec ses histoires d'équipage, et qu'en plus tu progresses mieux quand tu t'entraînes en groupe, à peu près du même niveau que tout seul. Euh, Comment tu vois la pratique du kayak pour toi? Est-ce que c'est un sport collectif, un sport individuel? Je pense pareil que ça va dépendre des gens. Pour moi, ça a toujours été un sport collectif en fait. J'ai jamais vu ça autrement, que ce soit dans l'encadrement ou dans la pratique. Ça a toujours été un truc. Alors ça arrive de s'entraîner tout seul et tout, hein, il faut en passer par là, mais quand même. Enfin moi, dans ce que je m'entraînais, c'est le plaisir de faire du truc avec les autres, c'est les copains, c'est le groupe. Et je pense que c'est un sport individuel. Alors je sais plus qui disait sport individuel à progression collective, mais je suis assez d'accord. Et qu'il faut se servir du groupe pour progresser individuellement. Oui, moi je dirais voilà, c'est peut-être un sport individuel. On va dire que c'est le plus collectif des sports individuels. Tout à l'heure, tu parlais d'aisance. J'ai l'impression, et c'est peut-être mon point de vue extérieur de tout ça, que pour moi en tout cas, pour gagner de l'aisance, il faut faire pas mal d'éducatifs. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'entraînement, de séances, on va dire, d'éducatifs. Qu'en est-il exactement? Eh ben moi, les éducatifs, je les mets principalement quand j'identifie un problème. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup non plus. Mais quand j'identifie un problème, j'essaye de trouver un éducatif qui peut aider à le résoudre. Mais par contre, moi, je pense assez que il faut mieux essayer de travailler ce point-là dans sa pratique que de l'isoler pour le réintroduire après dans un geste global. Je pense qu'on peut en faire des éducatifs, mais c'est vrai que moi, au quotidien, j'en fais pas faire beaucoup. Alors, il y a des sportifs qui adhèrent et d'autres qui adhèrent pas. Ça, c'est assez personnel. Ça dépend pas mal des athlètes. Après, dans les jeunes catégories, oui, on en fait. On en fait pas mal, des exercices d'équilibre et tout. Mais je pense que toutes ces qualités-là, on peut aussi les travailler en dehors du kayak et pas forcément dans son kayak. Et est-ce que tu peux développer ce point-là? Eh ben, je pense qu'il y a des sports autres comme, par exemple, on disait le ski de fond, mais même le ski alpin, la natation, etc., qui vont permettre de développer des qualités qui vont être facilement transférables dans la pratique du canoë-kayak, comme en natation, par exemple, la création d'appui et l'indéformabilité. Ça va être quelque chose qu'on va pouvoir retrouver chez nous. En ski, envoyer le poids de corps, etc., et de prendre des risques, d'aller au déséquilibre. Et après, ça va être transférable dans notre activité. Et en même temps, ça va développer plein d'habiletés différentes. Et moi, je suis vraiment pour la pratique vraiment de beaucoup de sports là chez les jeunes, beaucoup de sports différents. Et puis après, on a aussi des sports chez nous, voilà, des sports d'eau vive, etc., qui peuvent être pratiqués en complément et former des athlètes qui ensuite pourront prendre des risques sur de la course en ligne, etc. Mais, excellent point auquel je pensais pas. Est-ce que tu penses justement que c'est déjà, il y a pareil, il y a deux tendances là-dessus. C'est certaine catégorie de la population qui fait du kayak va penser que c'est bien si tu fais du slalom, de la descente, de la course en ligne, que tu fais vraiment toutes les activités du kayak pour ensuite te spécialiser. Et d'autres, tu vois, comme tu avais écouté, qui sont à fond course en ligne, course en ligne, course en ligne. Toi, tu es plus de la première mouvance? Eh ben, moi, je dirais que je suis partagé. J'ai vraiment du mal à trancher. Sur ça, vraiment, j'ai vraiment du mal à trancher. C'est une discussion que j'avais avec Cyril il y a peu de temps. Là, on en discutait. Alors, il y a 6 mois, je vais penser que c'est super bien. Et 6 mois après, je vais penser que c'est absolument pas nécessaire. Je pense que c'est un plus, mais que c'est pas obligatoire. Voilà, si je peux résumer. Je pense que voilà, ce serait un plus, que c'est bien déjà parce que ça permet de faire d'autres choses. Mais par contre, en France, on a eu un peu cette obligation, hein, on nous a un peu obligés. Moi, je me rappelle là sur les tests d'entrée en section de haut niveau pour la course en ligne, fallait savoir esquimoter. Et moi, clairement, depuis le temps que je fais du kayak, j'ai vu peu de gens en course en ligne avoir besoin d'esquimoter, même très rarement. Et voilà, il y avait un peu toutes ces choses un peu obligatoires. Je pense que
ça peut être un plus si jamais la personne a envie d'y aller, voilà, et qu'elle pense que ça peut lui apporter quelque chose de faire de l'eau vive. Mais moi, c'est vrai que ça m'est arrivé dans ma carrière d'entraîneur de forcer des jeunes à aller faire du slalom ou de la descente alors qu'ils en avaient absolument pas envie, ils avaient même peur, et ça a plutôt généré des blocages que des choses qui leur ont permis après d'avoir plus d'aisance en course en ligne. Est-ce que si on n'a pas envie de faire quelque chose, faut pas le faire? C'est ça dépend quoi. Si c'est pas, voilà, que moi quand je disais en eau vive, c'était vraiment la peur, et je peux comprendre parce que moi j'ai un peu cette peur aussi de l'eau vive. Je suis pas à l'aise en eau vive du tout, vraiment pas. Et là, je pense que non, il faut pas forcément forcer les gamins. Il faut plutôt, voilà, leur montrer tranquillement, et qu'après ils y adhèrent d'eux-mêmes et qu'ils aient l'envie d'y aller. Après, il y a des choses, oui, il faut un peu les forcer, pas les forcer, mais les pousser, on va dire, les pousser à avoir envie. Tout à l'heure, tu parlais justement de peut-être pas d'avoir la nécessité de faire des éducatifs pour corriger ou améliorer un point technique en bateau pour les pratiquants confirmés, on va dire. Dans ce cas-là, comment tu t'y prends pour essayer de corriger ou d'améliorer le petit détail que tu veux améliorer sans éducatif? Est-ce que ça va être, tu te concentres juste sur ce que tu fais, je sais pas, j'ai une connerie, aller plus chercher devant, donc tu t'y penses pendant 2-3 minutes, tu fais des séries comme ça, mais sans faire d'éducatif particulier, juste en pagayant, on va dire, classiquement? Alors déjà, ce qu'on fait, on fait de la vidéo. Parce que moi, je pense que c'est important que le sportif voit de quoi on parle. Parce que nous, on le voit du bateau moteur. Eux, ils le voient pas, mais eux, ils le ressentent. Donc, on n'est pas déjà sur le même récepteur. Donc, on voit ça. Et après, on essaye. Alors là, c'est pareil, ce que je me suis aperçu un petit peu. On essaye souvent de traiter des points qui, en fait, sont des conséquences et pas des causes. Je prends le plus classique que je vois en club, c'est la main supérieure descend. Alors j'essaye de fixer ma main supérieure, alors qu'en fait il suffit juste de sortir la pagaie plus vite derrière. Et pourquoi la pagaie traîne derrière? C'est parce qu'il y a un problème d'aisance. Donc peut-être que le bateau il est pas adapté aux gamins ou quoi. Donc en fait on est parti de, en fait je voudrais que tu fixes ta main sup, et en fait faut changer de bateau. Alors que si jamais j'avais passé 6 mois à vouloir fixer la main sup, en fait, j'aurais rien résolu. Donc, il faut bien penser à traiter la cause et pas la conséquence. Donc déjà, on isole ça, on en convient avec le sportif. Et après, oui, on va essayer de régler ce problème-là. Et puis, on va le régler sur le B1. Puis après, essayer sur le B2. Puis si c'est pas réglé, on va faire des allers-retours. Et on va centrer ça, et après on va pas non plus se fixer que sur ce point-là, parce que le payage c'est quand même quelque chose de global. Et voilà, il faut pas, on va pas changer un point qui va améliorer la perf du tout au tout. Je vois ce que tu veux dire. J'ai perdu ma question en rigolant pour la suite. Tout à l'heure, tu parlais de ta femme, du fait que tu avais un ou peut-être plusieurs enfants. Oui. Je sais que quand tu es entraîneur de haut niveau, pour en avoir interviewé plusieurs, et même entraîneur tout court, c'est une vie un peu particulière. Et donc je me permets, est-ce que ta femme fait du kayak ou comment ça se passe, étant donné que tu penses souvent au kayak, comment ça? Ok, donc elle fait pas du tout de kayak, elle en a, mais bon là ça doit faire 20 ans, donc elle s'y est, parce qu'elle était à Mantes, on est de Mantes tous les deux, elle a suivi depuis 20 ans là, donc je pense que maintenant elle s'est fait une raison, la pauvre, et qu'elle a compris que de toute façon c'était comme ça. Après on trouve un équilibre, c'est comme dans tout, et voilà, on trouve un équilibre, voilà, un équilibre au couple qui fait que je pars souvent. Enfin là je vais voir quand je rentre, là quand je rentrerai samedi je verrai, mais voilà, c'est comme ça. Et puis on trouve un équilibre. Après moi j'ai la chance d'avoir un emploi qui est quand même pérennisé, maintenant ça fait 16 ans, donc je suis pas dans le cas des entraîneurs qui sont sur des contrats précaires, etc. Et pour qui eux, ça doit être quand même, enfin, c'est plus compliqué de construire quelque chose. Et je reviens sur un point tout à l'heure, tu as parlé de la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres outils d'analyse que tu vas utiliser? Tu vois, je pense par exemple au Motionize. On m'a parlé aussi de capteurs qu'on mettait le Minimax, je crois, de mémoire. Est-ce que c'est des choses que tu vas utiliser, toi, ou pas? Eh ben oui, justement là, tu vois, je les ai devant moi. On travaille avec des boîtiers, là, des feelings en fait qui remplacent les Minimax.
J'ai appris à m'en servir là durant le stage au Portugal. Là, c'est mon collègue Guillaume Berge là qui est chef de projet des kayaks dames qui chapeaute un peu le truc et qui m'a formé à ça. Parce que moi, c'est vrai que tout ça, c'est des choses en club que j'utilise pas. Hein. Clairement, on n'a pas ce matériel-là. Et donc là, on a justement ces boîtiers qui remplacent les Minimax et qu'on met sur les séances et qui permet de voir, tu vois, les accélérations par coup de pagaie, les gîtes, les vitesses de déplacement, les courbes de vitesse, les tendances, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment un plus. Et on va dire que souvent, quand même, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça confirmait ce qu'on voit à l'œil nu. Et puis, des fois, ça donne des petites indications en plus. Et ça permet aussi à un moment d'avoir des données objectives et on les regarde avec les athlètes. Et là, il n'y a pas vraiment de discussion possible sur ce qui s'est passé dans le bateau parce que les courbes, mentent pas et ça nous donne encore un petit truc en plus et c'est vraiment intéressant. Comment ça s'appelle? Tu dis que je regarde en détail? C'est Feeling. Ça s'appelle Feeling, PHY. Attends, je regarde. PHYLING. Ok, je vais regarder. C'est hyper intéressant ce truc-là. Et donc ça se met comment? C'est vraiment un truc qui va. J'allais dire, tu le mets où? Tu le mets sur le bateau directement et t'as un truc sur la pagaie en plus? Alors là, je sais que Guillaume, là, qui est à la pointe de la technologie, il bosse également avec des capteurs avec des jauges de contrainte dans le manche des pagaies. Là, il a 2 pagaies à l'essai, donc il essaye de bosser aussi là-dessus. Et puis là, avec ces boîtiers, en fait, on met des scratchs, il y a des scratchs sous le boîtier, et on les colle juste derrière l'îloir, juste entre l'îloir et le porte-numéro. Et en fait, on les déclenche en début de séance, et après, en fait, il enregistre toute la séance. Et on a, on choisit les données, mais il doit y avoir 20 ou 25 trucs qui sont enregistrés pendant les séances. Et après, nous, on isole les séquences et on met ce qu'on veut voir, en fait, selon ce qu'on veut travailler. Ce qu'on veut isoler, ça nous donne des courbes de toute la séance. Mais c'est hyper intéressant ça. Donc là, tu vois vraiment. Donc t'as la vidéo, t'as l'œil, t'as les capteurs, donc tu sais vraiment ce qui se passe, quoi. Ouais. Et t'as vraiment, t'as les cadences sur chaque coup de pagaie, tu connais la cadence, tu connais l'accélération du bateau et la décélération du bateau. Enfin, c'est vraiment un outil intéressant. Ouais, mais là, j'allais dire pour l'individualisation dont tu parlais tout à l'heure, là, c'est vraiment le top, quoi. Ouais, carrément. Ouais. C'est vraiment bien. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est plus le Minimax et que ça a été remplacé? Non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ça, je sais que c'est en cours de développement. Là, c'est en train d'être mis en place, mais ouais, non, je sais pas du tout pourquoi c'est plus les Minimax. Ok, ouais, ça c'est hyper intéressant. Je vais regarder, je vais regarder ça en détail. Et tu parlais des manches aussi pour voir comment ça se passait. Donc Guillaume a mis ça en place. Donc là, comment ça se passe comment ça se passe avec les manches alors? Tu vois derrière des données comme quoi tu tords le manche ou pas? C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais, t'as des jauges de contraintes dans le manche et en fait, alors ça, je crois que c'est au début moi vraiment, je m'occupe pas de ça parce que je maîtrisais pas du tout ça. Donc c'est Guillaume qui saurait mieux répondre, mais il me semble que ouais, ça analyse la déformation un petit peu du manche par coup de pagaie. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Je vais regarder tout ça en détail. Moi qui aime bien creuser tout ça. Justement, c'est un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est que là, ça fait une vingtaine d'années que tu entraînes à peu près. Donc, tu as entraîné en club. Là, tu as un nouveau poste, on va dire là-dessus. Donc, tu apprends pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des ressources que tu utilises pour te former un peu plus, pour apprendre, à part l'échange avec les autres athlètes, les autres entraîneurs? Est-ce qu'il y a des choses que tu suis particulièrement? Ouais, alors moi là déjà, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Je suis une éponge. J'essaie vraiment de prendre de partout en fait dans les échanges avec les entraîneurs. Là depuis ces 2 mois là, en fait, moi j'étais en club et là j'apprends à nouveau plein de trucs avec les entraîneurs en poste là, avec des mecs qui ont fait du très haut niveau là. Il y a François, Philippe, François ça fait longtemps qu'ils entraînent sur du très haut niveau. Donc là, j'apprends vraiment plein de trucs et c'est vraiment cool. Et voilà, il y a Guillaume qui me forme. Lui, il est vraiment sur la technologie. Là, il m'a formé sur des trucs que moi, je maîtrise pas du tout. Et après, moi, de mon côté, je suis vachement ouvert sur la prépa physique. J'ai passé le début de prépa physique Cometti là, à Dijon en 2015 ou 2016.
Et voilà, et depuis, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. C'est vraiment un truc qui m'intéresse parce que on a du mal à trouver de la préparation physique appliquée vraiment au kayak. Donc voilà, moi j'essaie de me faire un peu mon truc avec ce que j'ai appris et puis avec mon expérience de kayak d'un autre côté. Ça, c'est un truc vraiment qui m'intéresse. Tu vois, la prépa physique. Donc je suis voilà toutes les publications que je peux trouver sur de la prépa physique. Ça m'intéresse. Et est-ce qu'il y a des conseils, quelques petits conseils que tu pourrais donner par rapport à justement la préparation physique, des choses que peut-être que tu faisais avant et que finalement tu t'es rendu compte en te formant tout ça que c'était pas ce qu'il fallait faire et que tu as changé maintenant? Eh ben, je vais dire que maintenant, avant, c'était vraiment du volume. Maintenant, je me suis quand même, voilà, comme tout le monde, un peu tourné plus vers la qualité. Qu'il faut se servir de tout ce qui est justement de recherche actuelle, etc. Et tout ce que moi, par exemple, j'ai pu apprendre au CEP à Dijon, mais qu'il faut quand même pas oublier qu'on est un sport quand même d'endurance où faut être capable de se mettre sur le toit, comme on dit, et que les séances qu'on avait un petit peu délaissées depuis quelques années, me semble, on y revient un peu, hein, les séances voilà, de force endurance, de circuit et tout, et que ça porte quand même ses fruits, et que moi je me suis aperçu que c'était quand même des séances qui apportaient des résultats en kayak pour avoir fait des allers-retours en les essayant et puis en les laissant tomber de certaines années, etc. Et que quand même ces séances-là sont intéressantes. Donc voilà, qu'il faudrait faire, comme ils disent tous maintenant, les sportifs, hein, de la quantité de qualité. Et c'est marrant ce que tu dis parce que pareil, ça rebondit sur ce que je lisais ce week-end sur l'aviron. Là, je m'intéressais à l'entraînement en aviron. Et justement, il parle du 2000 mètres, voilà, je crois il parlait de 75% aérobie. Et j'ai l'impression qu'en kayak, du moins, ce que je vois, encore une fois, extérieurement, donc c'est que ce que je vois et c'est seulement peut-être des préjugés, il n'y a pas tant d'aérobie que ça, alors que pourtant, on voit bien que l'effort, à moins d'être un sprinter, mais bon, il y a plus de 200 mètres, donc comme ça, c'est réglé. Mais que ce soit le 500 mètres, qui est à 50-50 à peu près aérobie, anaérobie, ou le 1000, qui là, j'ai plus les chiffres de l'ICF, mais qui est encore plus aérobie, j'ai l'impression que c'est vraiment de l'aérobie. Et justement, en aviron, en prépa physique, sur quoi je suis tombé, donc les écrits de, je sais pas comment ça se prononce, je vais dire Mund, l'allemand à l'époque a tout révolutionné. Lui ne faisait jamais travailler la force max en fait. Il fait faire que de la force endurance, voilà, de l'endurance de force avec vraiment des séries très 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 longues. Et donc ça rejoint un peu ce que tu dis, quoi. Ça rejoint ton constat qu'on y revient, quoi, finalement. On revient aux fondamentaux. Bah ouais, moi, c'est vrai que quand je suis allé faire mon DU là, c'était vraiment orienté. En gros, faut surtout pas faire d'endurance, hein, quand même le principe de Cometti, ou alors très différent de ce qu'on faisait, de la force max et tout. Donc moi, je sortais tout juste de ça. Donc pendant un an au club, on a fait ça. Et vraiment, les résultats, clairement, cette année-là, ont pas été probants sur la préparation physique, au moins. Donc après, l'année d'après, je suis revenu un petit peu à des choses, mais en gardant quand même à l'esprit ce que j'avais appris là, mais en revenant sur des choses un petit peu plus traditionnelles de notre milieu. Et puis là, c'est revenu un petit peu pas mal. Donc là, tout ce qui était type circuit, je sais qu'en aviron, ils font un circuit avec beaucoup de reps, etc. Et moi, je pense qu'on y revient un petit peu et que c'est pas plus mal. Ouais. Ouais, bah tu vois, ça revient pareil ce que disait Julien par rapport aux Hongrois, qui eux font surtout de la force endurance et pratiquement pas de force max. Et finalement, on voit bien que vu le nombre de coups qu'on met en kayak sur un 1000 ou même sur un 500, et là, finalement, on est plus proche. Je sais pas, je vais compter rapidement. Je sais pas, sur un 1000, je suis pas assez expert, mais peut-être des 200 ou 300 coups de pagaie. Et donc finalement, ça fait quand même une sacrée endurance de force qu'il faut développer, quoi. On est loin de la force max de quelques secondes, quoi. Ouais, c'est sûr, hein, tu comptes que tu vas mettre, je sais pas, 120 coups de pagaie à la minute, en gros, en moyenne peut-être. Donc, tu vois, quand tu fais une course qui fait 2 minutes, t'en as mis. Mais par contre, je sais pas combien de fois t'as mis vraiment 120 kilos dans ta pagaie, quoi. Honnêtement, pas beaucoup. Je ne pense pas. Donc au final, c'est vrai que on revient un peu à la force endurance et je pense que c'est pas mal. Et avec aussi cette vertu des circuits un petit peu, moi je me rappelle des époques où il y avait les tests 2 minutes, etc. Où on apprend aussi quand même à vraiment à se mettre à l'envers et qu'on n'est pas loin de l'état dans lequel on est à la fin d'une course quand même sur des tests 2 minutes ou un footing, il y avait le 5000 mètres en course à pied, etc. qui revient un petit peu là qu'on met en place, mais
Mais c'est vrai qu'il y a un peu ces deux facettes-là de bon bah ça fait de l'endurance et puis aussi on apprend vraiment à se la coller. Justement, pour continuer sur l'entraînement un peu en dehors du bateau, tout à l'heure on parlait de course à pied, tu parlais un peu de natation, un peu d'autres activités sportives. Là, en prépa physique, on parle pas mal de muscu. Est-ce que il y a des séances en dehors du bateau, autres que la musculation, qui peuvent aider à progresser justement en bateau? Est-ce que par exemple en course à pied, j'en vois beaucoup qui font des footings. Est-ce que je dis bien entre guillemets et je pousse un peu, est-ce qu'il faudrait pas faire des séances de fractionnés ou tu vois des trucs qui seraient plus spécifiques encore pour aller plus vite en bateau? Mais tu pousses pas du tout. C'est exactement ça. Moi, et on fait au moins une séance de VMA par semaine, tout l'hiver là, des séances de sprint et voilà, des séances de côte, des sorties longues, des VMA courtes, des VMA longues. Il y a tu vois, moi j'étais dans un club d'athlètes, donc en discutant avec l'entraîneur et tout, et ils ont vraiment une programmation d'athlétisme en fait, les jeunes dans les pôles c'est pareil, et dans les clubs, je pense qu'il y a pas mal de clubs aussi où vraiment en parallèle de la programmation kayak en hiver, on a une réelle programmation d'athlétisme, de course à pied. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas encore mises en place que tu penses qu'il faudrait mettre en place pour en performer encore plus? Alors là, on a déjà parlé quand même du feeling et tout là, qui m'ont l'air quand même d'être des belles avancées. Mais est-ce qu'il y a des choses que toi t'aimerais mettre en place et qui sont pas encore mises en place? Est-ce que tu as des idées là-dessus? Au niveau de l'entraînement en dehors du bateau, ou même peut-être pas entraînement, mais peut-être tu vois, on parle souvent de prépa mentale, tout ça. Je pense que ça c'est assez comment accepter, je sais pas si c'est le mot. Et est-ce qu'il y a des trucs, toi, tu vois qu'il faudrait, tu penses que ce serait bien d'aller creuser là-dedans? Alors, tout ce qui est prépa mentale, diététique et tout, maintenant, je pense que c'est des choses qui sont indissociables de la perf, dans tous les sports. Après, je pense qu'il y a déjà suffisamment de choses mises en place, et je pense qu'il faut pas non plus se perdre et qu'il faut quand même pas oublier qu'on fait du canoë-kayak et qu'on pourra mettre tout ce qu'on veut autour, mais que ça remplacera jamais le fait de tirer sur le manche et de se la coller sur les séances et d'être capable de se mettre dans des états minables pendant les séances d'entraînement spécifiques de canoë-kayak. Je pense que c'est ça aussi. Faut pas non plus se perdre. Moi, je le vois quand même chez les jeunes où maintenant, avec Internet et tout, ils vont chercher un petit peu tout ce qu'ils peuvent faire à côté de l'entraînement, mais que des fois, c'est difficile de se la coller, de se la mettre à l'entraînement. Et je pense que c'est quand même ça la priorité. Je pense bien aussi. Aujourd'hui, est-ce que tu as des rêves entre guillemets dans le milieu du kayak? On voit dans ton parcours que au début, tu faisais du kayak, tu t'es blessé, puis tu es revenu au kayak, tu voulais être entraîneur, donc tu as eu à Mantes, puis à Bourges, puis au Club d'Auxerre, là tu es entraîneur national. Est-ce que tu as une évolution, je sais pas comment dire, un rêve par exemple que tu aurais vis-à-vis du kayak, un truc que tu n'aurais pas encore accompli, que tu voudrais accomplir? Il y en a plein. Enfin, je voudrais bien entraîner des sportifs qui ramènent des médailles aux Jeux, qui ramènent des médailles au championnat du monde, qui ramènent des médailles au championnat de France. En fait, c'est à chaque fois pareil. En fait, c'est un challenge. Non, j'ai pas de rêve pour moi personnellement. C'est de continuer à pouvoir faire ce que j'aime et d'essayer de le faire bien en fait. Est-ce qu'aujourd'hui tu montes encore un peu en bateau? Là je me suis reblessé il y a 2-3 mois, donc j'étais pas monté. Puis là au Portugal, là on est remonté avec les collègues un petit coup parce que quand même il fait beau et ça titille un peu, mais je montais encore jusque pas mal jusqu'au mois de novembre l'année dernière. Ouais. Là avec cet emploi-là, j'ai un peu moins de temps et tout, donc je m'entraîne moins, mais ouais, je monte encore en bateau régulièrement. J'ai l'impression que c'est un peu comme le vélo, le kayak. Une fois que tu sais en faire, tu perds pas toutes ces histoires de stabilité, d'équilibre. Non, je t'avoue que c'est une question que je me pose même plus. Voilà, je la pose alors. Mais c'est vrai que là, mais même je dirais les 3 ans à Mantes, là, quand j'étais plus jeune, que j'ai arrêté, la stabilité en fait n'a pas été un problème. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu vas acquérir si jamais tu commences jeune. Moi, j'ai commencé, j'avais 7-8 ans et vraiment, je me rappelle pas que
poser la stabilité comme un problème. En fait, ça a jamais été un problème. Je suis tombé à l'eau plein de fois, comme tout le monde, mais pour moi, c'était pas un problème en fait de tomber à l'eau. Et j'y pense plus, en fait. Je t'avoue que ça m'arrive encore de tomber à l'eau, peut-être des fois. Ça m'est arrivé il y a pas forcément si longtemps, mais c'est pas quelque chose j'en ai pas peur et c'est vrai que j'y pense plus. Enfin, tu vois, quand je monte dans mon bateau, c'est pas un truc auquel je pense, la stabilité, c'est vrai. J'arrive un petit peu au bout de mes questions. Est-ce que toi, il y avait des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé, si jamais? Non, bah écoute, je crois qu'on a bien fait le tour avec le club, un peu l'équipe de France. Non, bah dire que voilà que moi je reste attaché aux sections sportives, aux aménagements, et ça vraiment j'encourage tous les entraîneurs de club à bosser dans ce sens-là et leur dire que vraiment ça permet vraiment de faire des belles choses parce qu'on a des sportifs qui sont là-dedans, donc ils sont au centre de leur projet. Qui viennent, et c'est vraiment en tant qu'entraîneur, c'est vraiment un truc super de pouvoir s'occuper de sections comme ça. Voilà, il faut aller bosser dans les lycées, dans les collèges, et avec les profs de PS, il y a quand même des trucs à faire. Et je pense qu'on augmentera notre niveau chez les jeunes en développant le plus possible ces classes-là. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais si tu pouvais remonter le temps? C'est un conseil que je me donnerais. Il y en a plein, mais écoute encore, écoute un peu plus, écoute encore plus. Ouais, t'as l'air d'avoir une bonne mémoire, donc ça va. Ça a l'air d'aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast? Eh ben, j'ai déjà entendu pas mal de monde. Je sais pas si t'es bilingue, peut-être un étranger ou. Je suis pas bilingue, mais c'est en cours. J'essaye d'avoir des étrangers. Bah là, il y a Maxime Richard que t'as entendu. Oui, j'ai vu, ouais. Donc là, prochainement, il y aura Fred Jobin, donc entraîneur canadien aussi, qui va venir s'exprimer. Ouais, ok. Donc je commence à attaquer les étrangers pour savoir ce qu'ils font et partir à la rencontre de leurs secrets pour voir. Il y a peut-être des choses à faire en plus, mais. Est-ce que par exemple, t'avais eu Albert Pernet ou qui était. J'ai pas eu Albert Pernet, mais je vois qui c'est. Qui était entraîneur de Babac. Babac, il me semble, quand il a fait champion du monde du K1 1000 mètres. Eh ben, c'est une bonne idée, ça. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Je connaissais de nom et j'avais pas pensé. Sabine, tu l'as déjà eu, je crois. Bien sûr. Je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Sabine, si tu nous écoutes. Ouais. Super. Bon, bah, c'était sympa. J'ai eu toutes mes réponses que j'espérais. Maintenant, à moi de mettre en place ça. Et je vais regarder tout ce dont tu m'as parlé. C'était super. Je te souhaite une bonne fin de stage. De toute façon, je vois que c'est le régal, de toute façon. Donc, je pense que ça va bien se passer. Et puis, a priori, si Cyril est toujours OK, dès qu'il fera un peu meilleur, je devrais passer à Auxerre. Donc, ce sera l'occasion. Ce sera l'occasion d'aller s'amuser ensemble. Carrément, ouais. Carrément. Super. Et merci encore de ton temps, Mika, et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.